numérisation de l'administration de manière générale, accélérée dans notre pays, en tous les cas la volonté politique y est, d'un côté les impératifs de la crise sanitaire aussi, qui a énormément marqué ce contexte. Aujourd'hui, nous utilisons ces services concrètement. J'ai envie de dire, quel est le premier bilan qu'on va faire rapidement? Monsieur Mahfoudi, vous représentez le ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, toute cette digitalisation de l'état civil ou des documents d'état civil algérien les vit. L'Algérien, en tous les cas, se réjouit de ne pas pouvoir ou de ne pas être obligé d'aller physiquement dans les services d'état civil. Quel premier bilan peut-on faire? Merci. Merci. Et merci pour toutes les personnes qui sont présentes, qui donnent de l'intérêt à cet exposé ou à ces interventions. Vous avez parlé de plusieurs points, de la volonté politique, de la grande opération de numérisation. On a parlé aussi de la crise sanitaire. On va essayer de reprendre ensemble ce qu'on a vécu pendant les 4 années. Tout d'abord, ça a commencé avec une volonté politique, comme vous l'avez si bien cité, une volonté politique qui était claire dans les engagements du programme de Monsieur le Président. Cette volonté politique qui s'est matérialisée par un engagement, cet engagement qui s'est concrétisé par plusieurs opérations qu'on va énumérer. Lorsqu'on parle de numérisation, il n'y a pas, pour ne pas être, on parle ici d'un moyen pour trouver un meilleur service public, puisqu'on parle du citoyen qui est le noyau de tout ce travail. Si on parle de service public, au niveau de l'Algérie, on a travaillé sur 3 volets très importants. On a ouvert le chantier de simplification des procédures. Il fallait simplifier toutes ces procédures. On a ouvert un grand chantier de numérisation, une grande opération de numérisation qui a touché tous les secteurs. Et aussi, on s'est acheminé vers une dématérialisation de l'offre des services. Avec ces 3 volets, quelle est la nouveauté ces 4 dernières années? Ces 4 dernières années, on n'est plus dans la configuration où il y avait beaucoup d'initiatives. C'est un programme gouvernemental qui a touché tous les secteurs, qui a tiré vers le haut, même les secteurs qui étaient un peu, je peux dire, qui accusaient un peu de retard. Ce programme, il fallait tout d'abord tout numériser. On peut dire maintenant que 90%, plus de 90% des services numérisables sont numérisés en Algérie. Pour la simplification, toutes les opérations ont été simplifiées parce qu'il y avait beaucoup de réglementations, beaucoup de paperasse dans la relation administration-administré. Tout cela a été simplifié. On a vu maintenant qu'on parle de plateformes sur Internet. On parle de dématérialisation. On parle de guichet unique. Tous ces 3 volets. Donc si on voit le résultat, actuellement, réellement, on est, à partir de 2023, on est arrivé, l'ensemble plutôt, des actions sectorielles sont numérisées. On est entré dans une autre phase, c'est l'entraide intersectorielle. Madame Arhab a si bien expliqué l'une des grandes réussites de cette dernière période, c'est la plateforme de l'auto-entrepreneuriat qui a facilité un jeune entrepreneur, auto-entrepreneur, à se faire valoir ses droits, les droits qui sont donnés par la réglementation, à prendre ses droits et à prendre sa carte et à s'inscrire sans fournir presque aucun document, sans faire aucun déplacement. Tout cela, si on avait parlé de ça, ça fait quelques années, ça aurait été presque, on va dire que c'est de l'imaginaire. Je veux revenir sur autre chose. Si on revient à 2020, on revient à la crise sanitaire. Moi, je dirais qu'au-delà de la volonté politique, il y avait la sagesse de la volonté politique. C'est la première fois qu'on a en gouvernement algérien un ministère dédié à la numérisation. Le ministère de la numérisation et des statistiques. Et maintenant, on parle du Haut Commissariat du numérique. Imaginons, s'il n'y avait pas tout ce programme, avec ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire, si on n'était pas préparé, s'il n'y avait pas cette sagesse, sincèrement, quelle était la difficulté? L'ensemble, je donne seulement un exemple. Au ministère de l'Intérieur, pendant la crise, on a dématérialisé 64 dossiers qui ont été déposés à travers Internet. Et ça a permis, parce que c'était impossible que les gens se voient dans l'administration avec toutes ces files d'attente. Donc voilà, si je fais un petit bilan, je vais dire une chose.
voilà ce qui a été réalisé dans les 4 ans. Je ne vois pas la vitesse avec laquelle ça a été réalisé. L'accélération positive avec laquelle. Donc on peut bien imaginer, dans 2-3 ans, à quel stade on va arriver. Je vous dis sincèrement, pendant les 3 dernières années spécialement, beaucoup de pas. Algérie Télécom a réalisé des miracles. Les administrations algériennes ont très bien avancé. Actuellement, on va parler aujourd'hui d'interopérabilité. Vous allez voir qu'on est prêt pour cette interopérabilité. Lors de la discussion, on va discuter de ça. Donc, je dirais que notre bilan, 1, beaucoup de réalisations, 2, un avenir assuré, Inch'Allah. Merci. Très bien. Monsieur Degaïchia, avec Algérie Post et les banques de manière générale, la plateforme CIB Carte Dahabia, aujourd'hui 2 ans et demi après, donne quel résultat? Ben écoutez, d'abord il y a 2 ans et demi, les productions de cartes étaient de l'ordre d'un peu moins de 10 millions de cartes, entre la carte Dahabia et les cartes CIB. Aujourd'hui, on est à plus de 17 millions, donc c'est quand même une évolution substantielle, avec 14 millions ou plutôt 13 millions de cartes Dahabia et 4 millions de cartes CIB. Donc cela indique quand même qu'Algérie Post est aujourd'hui le leader incontesté, avec que ce soit son réseau, que ce soit son application Baridi Mob ou encore sa carte Dahabia, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, aujourd'hui avec l'interopérabilité, c'est l'interconnexion de tous les acteurs dans un switch mobile qui sera au niveau de la SATIM. Donc une plateforme dédiée qui nous permettra de gérer tous les flux de paiement mobile, ce qui permettra donc de faire un autre pas en avant vers l'inclusion financière et de proposer aux citoyens algériens plusieurs services en un seul clic et avec une sécurité accrue. Très bien. Alors, il y a énormément de questions et je vais aussitôt commencer à les poser. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait autant d'interactions. On entend parler d'un crédit de 700 000 dinars octroyé aux auto-entrepreneurs. D'abord, est-ce que vous pouvez confirmer cette information, Madame Alhab? Et quel usage au juste? Budget de fonctionnement, aménagement, équipement, etc. En fait, je ne sais pas si je serai habilitée à confirmer ou infirmer l'information, mais ce qui est sûr, c'est que ce statut-là permet de faire de l'auto-entrepreneur un agent économique comme d'autres. Donc, et puis, il ne faut pas confondre le financement qui pourrait être offert par d'autres sources de financement, notamment les banques et ce qui en suit, avec l'agence. L'agence, c'est une agence de suivi, d'inscription et d'accompagnement des auto-entrepreneurs. Elle n'a pas cette vocation de financer les activités. Mais avec ce cadre-là, on permet de faire de cet auto-entrepreneur qui fait une activité à titre individuel et en freelancing, d'avoir toutes les garanties légales pour développer ou avoir un crédit ou un financement quelconque pour son activité d'auto-entrepreneuriat. Très bien. L'information, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'on laissera aux gens qui sont à la tête de ces institutions de la confirmer ou de l'infirmer. Mais je vous dis que ça donne une opportunité aussi à ces institutions de financement pour financer cette catégorie qui fait l'activité entrepreneuriale à titre individuel et freelancing. Et puis il n'y a pas de fumée sans feu, ça va peut-être vraiment arriver, parce que bon, il y a des petits bruits par-ci par-là. Voilà. Quand pourrions-nous effectuer des démarches administratives dans les consulats algériens à l'étranger sur Internet? Ah, c'est de plus en plus précis. Hein. Bon, tout d'abord, je vais parler d'un périmètre de mes collègues du ministère des Affaires étrangères. Actuellement, il y a beaucoup d'activités qui se font sur Internet pour les consulats. Je citerai 2 dossiers sur lesquels on a collaboré avec nos collègues du ministère des Affaires étrangères. Je sais qu'il y en a d'autres. Je citerai 2 grands dossiers. Par exemple, pour le 12S, l'établissement du 12S, où il fallait au début le déplacement du citoyen ou le déplacement d'un membre de sa famille à la commune. Lors de la mise en place du registre national d'état civil, on a fait bénéficier le diaspora algérien à l'étranger à travers la possibilité
de faire signer le 12S par le responsable du poste consulaire, mais cette demande s'effectue totalement sur Internet et que le suivi se fait sur Internet. Un deuxième point où il y avait un grand problème qui est posé pour les Algériens établis à l'étranger, c'était pour le renouvellement du permis de conduire ou la conversion du permis de conduire algérien en permis étranger, où ils avaient seulement un délai d'1 année, sinon ils devaient repasser. Actuellement, il reçoit la capacité du permis de conduire. Il a besoin d'un document très important pour l'administration étrangère, c'est la capacité. Elle est délivrée sur Internet. Je citerai encore, même pour le suivi de la demande, s'il dépose son dossier dans un consulat pour les documents biométriques, le suivi du dossier se fait, le suivi de la demande se fait par Internet. Je sais qu'avec le ministère de la Justice, ils ont un travail sur les casiers judiciaires, donc je pense qu'il y a beaucoup de dossiers. Le reste des dossiers, on va parler tout à l'heure. C'est facile de mettre des idées, pour être franc, c'est facile de mettre des idées, de mettre des solutions techniques. Mais quel est le risque à prendre? Vous savez, lorsqu'on est à l'étranger, parfois la solution, il y a un travail sur le back-office qui est beaucoup plus compliqué. Un travail de sécurisation. C'est pour ça que les solutions, il faut dire, si on met une solution au niveau d'une commune, et une solution au niveau du consulat, la solution du consulat, au minimum, c'est 10 fois plus d'efforts en arrière-plan. C'est vrai pour le citoyen, c'est clair, on va utiliser, on est sur Internet, on va utiliser un périmètre sur lequel on n'a pas le droit de regard, donc un réseau. Donc c'est vraiment des chiffrements, il y a beaucoup de choses. On ne va pas tout divulguer, mais c'est pour ça que parfois c'est impossible. Mais vraiment, si on voit ce qui est fait par les différents pays, on est vraiment à l'aise. J'ai cité ça, la capacité du permis de conduire, la demande des documents d'état civil, en particulier le 12S, c'est le seul document qui est utilisé à l'étranger. Donc, je pense qu'on avance. Et très bientôt, Inch'Allah, on va travailler avec nos collègues pour qu'on leur donne la possibilité de demander même les documents biométriques sur Internet. C'est un projet qui est en cours. Inch'Allah, très bientôt, il va se concrétiser. Très bien. Alors, Nassim Arhab, si vous voyez le nombre de questions qui vous concernent, je ne vous dis pas. Moi, je vous garantis que vous n'allez pas sortir de cette salle d'ici tout à l'heure. Je suis auto-entrepreneur. Avec les services des impôts, l'information n'est pas claire concernant la TVA. Sommes-nous exonérés? Si oui, pouvons-nous bénéficier d'une attestation d'exonération pour être couverts? Excellente question. Il n'y a pas d'exonération prévue pour les auto-entrepreneurs, du moins pour la loi de finances 2023, mais nous sommes en train de réfléchir pour le faire pour les projets de loi de finances à venir. Ceci dit, un auto-entrepreneur est soumis à l'IFE, l'impôt unique forfaitaire, qui est à un taux de 0,5% sur le chiffre d'affaires réalisé et qui reste déclaratif. À ce stade-là, la TVA, comme on le connaît, elle est incluse dans l'impôt unique forfaitaire. Mais après, exonéré ou pas, officiellement non, mais c'est des projets sur lesquels on est en train de discuter avec les collègues du ministère des Finances, éventuellement dans les prochaines lois de finances. D'accord. Une autre question, je suis formateur en informatique, je ne trouve pas de statut dans votre plateforme. Nous l'avions proposé à un certain moment. Est-ce qu'il y a une intention de mettre à jour la liste des activités? Tout à fait. Donc, une réunion se prépare incessamment pour l'actualisation de la liste. Il faut savoir que même en termes de recherche d'activités, nous essayons d'accompagner, mais aussi de sensibiliser les futurs auto-entrepreneurs, de lire attentivement les activités, la liste, pour se retrouver dans une activité ou d'autres, une première ou une nouvelle version de la liste se prépare. Il faut savoir qu'il y a quand même une commission technique qui représente pratiquement tous les secteurs, disons le secteur économique, mais aussi des experts en entrepreneuriat qui lit attentivement les propositions et qui valide ou pas, enfin, relativement à la réglementation, mais aussi aux prérogatives de cette commission pour la validation des activités et sa publication. Une nouvelle publication est évidente. D'accord. Comment l'auto-entrepreneur utilise sa carte d'auto-entrepreneur? Comment elle est utilisée? Dans quel cadre, au juste? Alors, la carte, elle donne, je dirais, une confirmation ou je dirais un statut, ou plutôt c'est une traduction matérielle à un statut d'un agent économique.
malgré qu'il fait une activité à revenu à titre individuel et en freelancing, ça permet d'avoir des contrats éventuels. Il faut savoir que certaines catégories travaillaient dans l'informel, ne pouvaient pas prester pour des entreprises, ne pouvaient pas prester pour des opérateurs, ne pouvaient pas avoir un contrat pour garantir aussi leurs droits en tant que freelanceurs. Cette carte permet d'avoir une existence officielle, formelle, qui garantit et les droits et les obligations de tout un chacun, qu'il soit auto-entrepreneur ou autre. Elle permet aussi d'avoir un compte bancaire commercial. Il faut savoir que ce type de compte était exclusivement consacré aux opérateurs économiques, aux entreprises qui ont un registre commerce. Maintenant, même pour les auto-entrepreneurs, il y a possibilité d'avoir un compte commercial avec tous les avantages de ce type de compte bancaire. D'accord. Une autre question pour vous, et je pense qu'elle tombe bien parce qu'elle va vous permettre d'éclaircir certains points. Pour un auto-entrepreneur, comment peut-on faire un partenariat avec une entreprise pour engager du personnel sur un projet donné? Alors, la loi, elle est claire là-dessus. Voilà. L'activité se fait à titre individuel. Exact. Et ceci dit, rien n'empêche à être plusieurs auto-entrepreneurs et avoir un marché collectif. Après, c'est à eux de faire l'effort. Exact. Voilà. Alors, question pour Algérie Post. Quels sont les objectifs concrets aujourd'hui du mobile payment pour Algérie Post? Ben écoutez, d'abord, c'est de faire évoluer l'application de Baridimob, parce que c'est une application qui ne pourra pas survivre encore plusieurs années. Donc, la vision, c'est de peut-être créer une super application qui pourra intégrer beaucoup de ce qu'actuellement demande le citoyen algérien, au-delà du paiement des factures qui est déjà fait. Mais sinon, en termes d'interopérabilité, récemment, on a eu une étude qui a été faite sur la Bolivie avec un POC où ils utilisent un QR code qui est interopérable et ça a boosté l'interopérabilité et l'inclusion financière de manière assez exceptionnelle. Donc nous allons aller aussi vers l'adoption du QR code. Voilà. D'accord. La diaspora est-elle éligible au statut d'auto-entrepreneur? Vous y avez parlé tout à l'heure, Nassim Arham. Si vous permettez, Monsieur Lahli, je vais expliquer cette approche-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... la loi ne l'exclut pas clairement, mais c'est la réglementation relative au droit de travail. Il faut savoir que c'est des opérateurs, c'est des individus qui seront soumis à la couverture sociale et c'est ce qui empêche un peu d'avoir cette catégorie dans le statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Il y a des questions sur des problèmes d'acheminement entre Algérie Post et les services concernés. Qu'en est-il au juste? Voilà, énormément de questions sur ce point. Je n'en ai pas conscience. Alors, je vous lis la question. Ils ont la confirmation d'acheminement et les services postaux disent qu'ils ne reçoivent pas. Que faire dans ce genre de cas? Alors, un petit cafouillage. Si vous permettez, c'est des questions que nous traitons au quotidien. Ce qui est impressionnant, mais aussi ce qui est efficace quand on a un système interopérable et numérisé, c'est que l'information est en temps réel. Elle existe chez les deux parties ou les multiples parties qui font partie prenante du projet. C'est vrai que l'acheminement actuellement est en moyenne de 5 jours grâce au réseau et aux efforts de Algérie Post pour l'impression, mais aussi l'acheminement de la carte. Il se fait à travers un API développé. Il faut savoir que la demande, elle est énorme. Nous enregistrons jusqu'à présent 42 000 inscrits. Et je vous dis, aujourd'hui, on est pile poil au 5e mois du lancement de la plateforme. Il y a quand même quelques petites problématiques que nous gérons individuellement. Il y a d'ailleurs une cellule de suivi qui a été installée où les gens peuvent appeler et on appelle les personnes qui n'ont pas reçu de leur carte. On serait ravis de recevoir cette doléance à titre individuel ou personnel pour la prendre en charge. C'est vrai que le taux pas d'erreur, mais de dysfonctionnement est très très faible par rapport à la capacité ou aux cartes acheminées jusqu'à présent.
il reste quelques cas isolés que nous prenons en charge individuellement à travers les services de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur et sa cellule de communication. D'accord. Alors, pour le ministère de l'Intérieur, pour ce qui est des aspects sécuritaires des données, notamment avec les risques de cyberattaques, hein, on entend parler un peu des histoires un peu partout dans le monde, qu'est-ce qui est envisagé concrètement au niveau de votre département pour éviter de telles situations, M. Mahfoudi? Merci. Bon, je vais dire une chose. Tout d'abord, alhamdoulilah. Lorsqu'on parle de cybersécurité, ce n'est pas un dossier où on va présenter une solution qu'on met. La cybersécurité, tout d'abord, c'est des solutions qu'on met en place, c'est des stratégies qu'on développe, et c'est surtout de la veille, c'est de la veille sécuritaire. Donc, il faut savoir une chose, avec le nombre aussi important d'informations que détient notre secteur, qui est le ministère de l'Intérieur, on parle de centaines de millions d'enregistrements, carrément, on parle uniquement pour le citoyen de plus de 100 millions d'actes entre mariage, naissance et décès. On parle d'empreintes de citoyens. On parle de données biométriques autres, c'est-à-dire les données faciales et tout du citoyen. Il y a beaucoup de choses. On parle de dossiers qui donnent des droits, comme la résidence qui donne des droits. On parle de dossiers de demande de logement. Donc beaucoup de choses. Comment sécuriser ça? C'est la partie back-office. C'est des efforts, c'est des jeunes Algériens qui travaillent nuit et jour. Mais le grand avantage pour le ministère de l'Intérieur, c'est qu'on n'a rien sous-traité. Toute la partie soft au niveau du ministère de l'Intérieur, parmi les paramètres de sécurité, c'est que ça a été développé par de jeunes Algériens. De jeunes Algériens qui travaillent, c'est des cadres et des ingénieurs, des techniciens, des administrateurs du ministère de l'Intérieur. Et c'est pour ça il y a une grande capacité de maîtrise de l'information. Parce que même pour sécuriser de l'information, il faut la maîtriser. Tous les moyens sont mis en place. Je m'excuse pour celui qui a posé la question. On ne va pas répondre qu'est-ce qu'on a mis comme artifice. L'essentiel, qu'on est en train de mettre tous les moyens. La garantie, tous les moyens existent. Sincèrement, on ne présente jamais qu'est-ce qu'on a mis comme sécurité. Ça, sinon, ça sera pas de la sécurité. Personne ne la présente. Donc, surtout quand on est en streaming en direct sur LinkedIn, tout le monde le regarde. On ne ramène pas des solutions prêtes pour la sécurité et on ne l'expose pas, bien sûr. Mais la garantie que je peux dire aux citoyens, c'est-à-dire la garantie qu'il y a, si c'était aussi simple, on aurait été piraté, ça fait longtemps. Alhamdoulilah. D'accord. Merci Marhab. Vraiment, c'est des questions où il y a le sens du détail, mais je préfère quand même les poser parce que on peut avoir un certain nombre d'appréhensions là-dessus. Peut-on exporter nos services à l'étranger avec le statut d'auto-entrepreneur? Exactement. D'ailleurs, c'était parmi... voir aussi la démarche avec laquelle notre département ministériel a entrepris le projet. C'est à travers aussi certaines doléances, certaines réclamations d'exportateurs de services qui n'arrivent pas à garantir leur entrée d'argent, leur processus d'exportation en toute sécurité. Donc oui, on peut exporter. D'ailleurs, on a eu des expériences de certains freelanceurs qui arrivent actuellement d'exporter en toute sécurité en ayant le compte bancaire commercial et en recevant leur devise à 100% du montant facturé. D'accord. Monsieur Mahfoudi, on revient à la charge. Il y a une autre question pour un peu vous provoquer. Est-ce que toutes les données, tous les serveurs qui ont nos données sont hébergés localement en Algérie? Ne vous énervez pas. Oui, non, blague. C'est une occasion de confirmer les choses. Je peux dire que même pour les autres secteurs, au niveau de l'Algérie, il n'y a aucune donnée qui est hébergée à l'étranger. Je vais parler du détail du ministère de l'Intérieur. Toutes les données sont hébergées au niveau des data centers propres au ministère de l'Intérieur. Le data center du ministère de l'Intérieur où il y a des données, il n'est relié qu'avec un réseau privé du ministère de l'Intérieur qui est sur le backbone, mais c'est une partie privée sur le backbone d'Algérie Télécom. Toutes les données sont en Algérie. Tous les travailleurs qui activent sur les données, c'est des Algériens, c'est des fonctionnaires. Donc, jamais il n'était question de mettre... Même le site web, il est hébergé au niveau des locaux du ministère de l'Intérieur. Donc, on n'a aucune donnée qui est à l'étranger. Je peux le confirmer.
Alors, Algérie Post, quels sont vos efforts concrets pour l'inclusion financière? Et je rappelle qu'au 3e jour, nous avons une table ronde sur la FinTech avec énormément d'intervenants, notamment M. Seka, qui nous fait toujours le plaisir et l'honneur d'être présent. Écoutez, pour l'inclusion financière, déjà, est-ce qu'on parle d'inclusion financière? Parce que pour Algérie Post, c'est un peu particulier. Est-ce qu'on parle de bancarisation? Est-ce qu'on parle d'inclusion financière mobile? Parce que c'est différent. Si on parle d'inclusion financière en utilisant le paiement mobile, Algérie Post est leader avec 95% quand même des flux. S'il y a 40 millions d'opérations chaque année ici en Algérie, plus de 35 millions se font sur Belidimob, qui est notre application. Sinon, pour ce qui est de l'inclusion financière classique, vous êtes bien tous conscients que la plupart des Algériens aujourd'hui ont un compte CCP. On est à 27 ou 28 millions de comptes CCP. Et puis Algérie Post a une obligation aussi de services universels et d'être présent un peu partout en Algérie. Donc Algérie Post prend réellement à cœur ce volet, absolument. Très bien. Nous saluons également M. Gasmi qui nous fait le plaisir d'être présent. Alors, pour un auto-entrepreneur, on revient toujours à la charge, si on dépasse le seuil du chiffre d'affaires autorisé annuel, est-ce qu'on est obligé de fermer? Je la pose telle quelle, la question. D'accord. Alors, pour expliquer un petit peu cette question de seuil, si on voit clairement ou en détail la loi, on n'a pas mis le montant sur la loi. On a fait référence à la loi de finances pour un petit peu garantir une certaine flexibilité des montants de seuil pour rester dans les statuts d'auto-entrepreneur. Et puis, ce seuil, il devrait être atteint les 3 années consécutives, c'est-à-dire les 5 millions de dinars en vertu de la loi de finances 2022, 3 années consécutives. Si par exemple on a réalisé ce seuil en année N, et puis N plus 2, N plus 3, on n'a pas pu atteindre ce chiffre d'affaires, on revient au compte à rebours à 0, c'est-à-dire on garde toujours ce statut-là. Si pendant le parcours il y a un changement, une révision du seuil, on revient toujours le compte à rebours revient aussi à 0 pour recalculer ces années-là. Donc, l'idée, c'est qu'une activité qui arrive à garantir une entrée stable et, elle est préalable à une activité commerciale proprement dite. Il y aura un accompagnement de ces personnes-là vers la création d'entreprise, puisque ce statut-là, au-delà de ce qu'il offre comme cadrage formel de l'activité, est un statut préalable à la création d'entreprise. Et on s'est dit que la personne a acquis quand même assez pour avoir une activité commerciale à part entière de micro-entreprise ou d'une entreprise ou d'une PME. Ceci dit, c'est vrai que la loi parle de radiation, mais c'est un accompagnement proprement dit pour la création d'entreprises via le Centre national du registre de commerce. Actuellement, il y a des personnes qui ont une activité commerciale, ils ont leur registre commerce, et rien ne nous empêche à avoir aussi la carte d'auto-entrepreneur dans des activités qui sont cernées ou stipulées par la réglementation en vigueur. Très bien. Question pour Algérie Post. Il n'y a pas autant de bureaux de poste, plutôt il y a autant de bureaux de poste aujourd'hui en Algérie par rapport aux agences bancaires, par rapport aux recettes des impôts. Alors pourquoi ne pas adopter l'approche du guichet unique à travers Algérie Post, qui donne plus d'opportunités à tous les citoyens, finalement? Moi, je pense qu'il s'agit principalement de volonté politique. Je pense que la décision ne revient pas à Algérie Post. C'est vrai que déjà le projet du guichet unique a avancé, sensiblement avancé, un peu partout en Algérie par rapport à toutes nos... je perds mes mots. Donc, pour résumer, c'est juste que c'est une volonté politique. Je pense que c'est pas Algérie Post de décider d'intégrer le projet du guichet unique. D'accord. En tant qu'auto-entrepreneur, peut-on cumuler ce statut avec une activité salariale? Effectivement, puisque la réglementation du travail le permet. Il faut dire que la loi en elle-même, elle ne l'exclut pas, la loi d'auto-entrepreneur.
hein. Ceci dit, la 90-11 le permet pour le secteur économique, qu'il soit public ou privé, indépendamment du statut d'auto-entrepreneur. On peut avoir une activité commerciale cumulée à son activité salariale. CDD, CDI, peu importe. Peu importe, mais après, il y a quand même des conditions relatives à la relation de travail avec l'employeur. C'est-à-dire, si votre employeur vous autorise, why not? Si ce n'est pas le cas, ça reste quand même... C'est exactement ça. Ceci dit, ce qui est strictement interdit est dans la fonction publique, du moins pour le moment, parce qu'il y a quand même une révision de la réglementation qui permet même aux fonctionnaires éventuellement d'avoir cette activité supplémentaire en plus de leur fonction. Donc pour le moment, c'est permissible pour les salariés dans le secteur économique, qu'il soit public ou privé, selon les conditions et la relation de travail avec l'employeur, et qui permet une double déclaration, CNAS et CASNOS, c'est-à-dire ça va être une cotisation cumulée entre les deux, mais le droit à la couverture ne sera assuré que par la CNAS, puisqu'on ne peut pas avoir deux quartiers, une seule suffira. Donc, ce qui va gagner avec la déclaration CASNOS, c'est amplifier, si j'ose dire, son revenu ou sa retraite qui est calculée de façon cumulative entre les deux. Parfait. Alors, Nassima Al-Habs, je terminerai avec vous et je reviens concrètement à cette jonction avec l'administration fiscale et finalement l'obtention instantanée du NIF, le numéro d'identifiant fiscal, à la commande de la carte. Où en est-on au juste aujourd'hui? Actuellement, elle se fait d'une façon automatique. Donc, on a le numéro d'identifiant fiscal est automatiquement octroyé à l'auto-entrepreneur une fois l'inscription validée, une fois la carte virtuelle reçue, parce qu'il faut savoir, avant qu'il obtienne la carte physique, il a sa carte virtuelle reçue dans son compte et pourra d'ores et déjà commencer son activité. Il faut savoir que pour faire la déclaration d'existence, là par contre ça demande un déplacement auprès de la recette fiscale. Ceci dit, nous avons un petit peu facilité le processus en orientant l'auto-entrepreneur vers la recette fiscale qui est la plus proche à son adresse pour qu'il puisse déposer son dossier de déclaration et avoir l'existence je dirais, réelle de son dossier fiscal au niveau de sa recette la plus proche. C'est-à-dire que c'est la partie la seule partie qui demande un déplacement de l'auto-entrepreneur à l'administration. Très bien. Du moins pour le moment. Il y a tellement de questions que nous avons décidé avec Nassima Al-Habs, juste avant le début de cette session, de consacrer carrément un atelier à cette question de l'auto-entrepreneur. Il sera programmé le 3e et dernier jour en après-midi. Ce sera le tout dernier atelier, donc nous vous invitons massivement, même celles et ceux qui nous suivent en ligne, à venir tout simplement y assister et poser les questions à l'animateur de l'atelier. Vous allez désigner quelqu'un de votre équipe d'ici là. C'est absolument ça, exactement. Parfait. Donc vous avez le programme atelier sur les catalogues qui vous sont distribués le dernier jour en début d'après-midi, donc le 22 mai, pour tous ces détails. Merci à vous. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ce panel 2, session 2 sur l'interopérabilité des plateformes. Merci à vous, messieurs, dames.